Le vol 2847 était censé être la dernière chance de Mark Thibault de sauver sa fille. 15 000 $. Chaque centime qu'il avait, plié, reposait dans son portefeuille, à côté des factures médicales qui le ruineraient. Lorsque la femme blonde de première classe s'est effondrée à 11 200 mètres d'altitude, Marcus n'a pas hésité une seconde à l'aider. Il était ambulancier. Sauver des vies, c'était son métier. Ce qu'il ignorait, c'est que cette femme détenait un secret que sa femme mourante lui avait murmuré 3 ans plus tôt dans une chambre d'hôpital, une promesse qui reliait leurs deux mondes d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Parfois, les inconnus ne sont pas des inconnus du tout. Ce ne sont que les pièces d'un puzzle qui attendent de s'assembler. Et parfois, la personne que vous sauvez essaie de vous sauver depuis le début. Mark Thibault ajusta sa chemise bleue repassée pour la 3e fois ce matin-là, vérifiant son reflet dans le hublot de l'avion du vol 2847 d'American Airlines. À 45 ans, il croyait encore qu'avoir une apparence professionnelle pouvait en quelque sorte rendre l'impossible possible. Le départ à 6h30 de Phoenix vers JFK les amènerait à New York en début d'après-midi, où le meilleur chirurgien cardiaque pédiatrique du pays attendait sa fille. À côté de lui, dans la chambre C23B, Manon, 8 ans, serrait son ours en peluche usé, le dernier cadeau de sa mère avant que le cancer ne l'emporte il y a 3 ans. La fourrure de l'ours était devenue d'un brun terne, les bords effilochés par d'innombrables nuits de réconfort, mais Manon refusait de laisser quelqu'un d'autre le tenir. Ses petits doigts caressaient l'oreille de l'ours, une habitude qu'elle avait prise dès qu'elle avait peur. Il ouvrit de nouveau son portefeuille et compta la même liasse de billets qu'à la porte d'embarquement, puis à la sécurité, et encore une fois à l'embarquement. 15 000 $. Toutes ces économies, amassées grâce aux heures supplémentaires, à la vente de meubles et à une deuxième hypothèque sur leur petite maison de Phoenix. L'opération dont Manon avait besoin coûtait 180 000 $, mais l'équipe du docteur Laurent Garnier à New York représentait leur dernier espoir. L'assurance couvrirait peut-être 40% des frais avec un peu de chance, laissant Marcus face à une montagne financière insurmontable. Chaque billet dans son portefeuille représentait un quart de travail de 12 heures à la caserne des pompiers, des week-ends passés à donner des cours de réanimation cardio-pulmonaire et des nuits où il s'était endormi à la table de la cuisine à calculer les dépenses. « Papa, maman vient avec nous ?» La voix de Manon était faible, étouffée par le tissu usé de l'ours en peluche. Marcus se figea, son alliance lui paraissant soudain lourde aux doigts. Il l'avait retournée 6 mois plus tôt, l'anneau d'or pressé contre sa paume comme un secret qu'il ne pouvait pas tout à fait lâcher, mais qu'il ne supportait pas non plus de dévoiler. Cette simple question le frappa comme un coup dur, comme toujours lorsque Manon s'enquérait de Sophie. Dans son esprit d'enfant de 8 ans, la mort n'était encore qu'un état temporaire, un voyage d'affaires qui pouvait se terminer par un retour inattendu. Marcus n'avait jamais trouvé les mots justes pour expliquer l'éternité à quelqu'un qui croyait encore à la magie. L'avion ronronnait régulièrement sous eux tandis qu'ils atteignaient leur altitude de croisière, à 11 200 mètres au-dessus du désert de l'Arizona. Il regarda le paysage rétrécir en contrebas, les rochers rouges et les villes dispersées devenant des maquettes sous le soleil matinal. Manon s'était endormie contre son épaule, l'ours en peluche dans ses bras, sa respiration régulière et paisible. L'espace d'un instant, il s'autorisa à imaginer que tout finirait par s'arranger, que les médecins de New York auraient des réponses que ceux de Phoenix n'avaient pas, que l'assurance couvrirait miraculeusement plus que prévu, que, d'une manière ou d'une autre, la montagne de dette n'écraserait pas ce qui restait de leur petite famille. Mais l'espoir lui semblait dangereux ces temps-ci, comme un luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir. Après 43 minutes de vol, des cris fusèrent en première classe. Marcus leva les yeux et vit les hôtesses se précipiter vers l'avant de l'avion, le visage crispé par une panique contenue. Une femme vêtue d'un coûteux tailleur anthracite s'était effondrée dans l'allée, entre les rangs 2 et 3. Ses cheveux blonds, parfaitement coiffés, gisaient sur la moquette bleu marine. Sa montre Cartier illuminait la cabine tandis que son poignet se tordait de façon anormale. Marcus voyait sa poitrine se soulever et s'abaisser, ses respirations rapides et superficielles, tandis que ses jambes tremblaient, comme si elles étaient en proie à une crise d'épilepsie. Les passagers de première classe s'étaient calés contre leur siège en cuir, certains tenant leur téléphone, mais aucun ne s'était manifesté pour l'aider.
Marcus était debout avant même de s'en rendre compte. La mémoire de ses 12 années d'ambulancier prenait le dessus sur tout le reste. Il déplaça doucement la silhouette endormie de Manon contre la vitre et attira le regard de l'homme d'affaires du 23A. « Surveillez-la, dit-il doucement, remontant déjà l'allée. C'est un médecin ? On devrait faire atterrir l'avion, murmurèrent les passagers, mais Marcus ne répondit pas. Il ne répondait jamais en cas d'urgence. Le pouls de la femme était rapide mais puissant, sa respiration se stabilisant tandis que Marcus ajustait sa position. Ses paupières battaient, révélant un regard bleu vif qui semblait tout observer malgré son désorientation évidente. Elle devait avoir la quarantaine, avec cette allure soignée qui évoquait les bureaux d'anglais et les réunions internationales. Son tailleur était parfaitement taillé, ses ongles manucurés, ses bijoux coûteux mais discrets. Tout en elle respirait la richesse et le pouvoir. Pourtant, allongée sur le sol de l'avion, elle paraissait aussi vulnérable que quiconque avait jamais été traité par Marcus. Il y avait quelque chose dans son expression, pas seulement de la peur de ce qui venait de se passer, mais une inquiétude plus profonde, comme si elle portait un fardeau qui dépassait largement sa condition physique. « Merci », murmura-t-elle d'une voix rauque mais cultivée, avec le léger accent de quelqu'un qui avait fréquenté les grandes écoles. « Le stress, ça a été. » Ces mots s'éteignirent tandis que ses yeux se refermaient, non pas d'inconscience, mais de ce qui semblait être de la gêne. Marcus avait déjà constaté cela chez des personnes qui réussissaient, mais qui n'étaient pas habituées à montrer des faiblesses, qui construisaient leur vie sur le contrôle et trouvaient les urgences médicales particulièrement humiliantes. Il conserva son attitude professionnelle, vérifiant à nouveau son pouls et constatant que son teint redevenait normal. La crise immédiate était passée, mais elle avait besoin d'une évaluation médicale approfondie à l'atterrissage. Alors que les hôtesses de l'air prenaient le relais avec l'oxygène et les protocoles d'urgence, Marcus aperçut quelque chose qui le figea. Une fine cicatrice chirurgicale courait le long du poignet gauche de la femme, à peine visible mais reconnaissable pour quelqu'un qui avait tracé une marque identique d'innombrables fois sur le bras de sa femme. Sophie avait eu la même cicatrice lors de sa première opération contre le cancer, lorsqu'on lui avait installé une chambre pour la chimiothérapie. Ce souvenir le frappa comme un coup de poing en pleine poitrine. Sophie, allongée en salle de réveil, pâle et courageuse, plaisantait sur ses blessures de guerre tandis que la peur dansait dans ses yeux. Cet inconnu portait la même marque, la même trace d'un combat que la plupart des gens n'avaient jamais eu à affronter. Les yeux de la femme s'ouvrirent à nouveau, se fixant sur Marcus avec une clarté surprenante. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Il y avait quelque chose dans son regard qu'il ne parvenait pas à identifier, ou une reconnaissance peut-être, ou le regard de quelqu'un qui voit un fantôme. « Tu es très doué pour ça », dit-elle doucement. Et Marcus comprit qu'elle ne parlait pas seulement des interventions d'urgence. Sa voix était si lourde qu'elle laissait entendre qu'elle en savait plus sur les crises médicales que la plupart des gens ne devraient l'être. Avant qu'il puisse répondre, elle sombra dans l'inconscience, laissant Marcus à genoux à côté d'elle, avec des questions qu'il ne pouvait pas poser et le sentiment que cette rencontre était plus qu'un simple hasard. 3 rangs plus loin, Manon observait son père avec de grands yeux inquiets. Elle s'était réveillée au début du vacarme et, maintenant assise, serrant son ours en peluche contre elle, assistait à la même scène qui s'était répétée sous différentes formes au cours de sa courte vie, son père aidant une personne en détresse médicale, tandis qu'elle attendait, se demandant si cette fois-ci serait différente. L'homme d'affaires à côté d'elle la rassura discrètement, mais l'attention de Manon resta fixée sur Marcus. « Papa ne disparaîtra pas comme maman, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix si faible qu'elle faillit disparaître sous le bruit ambiant de l'avion. L'équipage travaillait efficacement autour de Marcus tandis qu'il reculait pour leur laisser le contrôle. La femme, il ignorait encore son nom, était stable, consciente mais faible, acceptant l'oxygène et répondant aux questions des hôtesses par des réponses brèves et mesurées. Marcus percevait des bribes de ses paroles. « Véronique Dubois, oui, j'ai un problème cardiaque. Pas de famille proche à contacter. » Sa voix exprimait l'efficacité éprouvée de quelqu'un habitué à gérer les crises, même lorsqu'elle était la crise. En retournant à sa place, Marcus repensa à cette cicatrice, à la façon dont elle l'avait regardé,
à l'étrange sensation que leurs chemins s'étaient déjà croisés d'une manière dont il ne se souvenait plus. Manon le prit dans ses bras dès qu'il s'assit, ses petits bras enserrant sa taille avec une intensité désespérée. « Est-ce que la dame va bien ?» demanda-t-elle, et Marcus entendit la vraie question, « Est-ce que tu vas bien ?» Il l'embrassa sur le front, respirant l'odeur familière de son shampoing à la fraise mêlée à l'odeur persistante d'antiseptique qui semblait les suivre partout ces derniers temps. « Elle va bien », lui assura-t-il, même s'il n'était plus tout à fait sûr d'eux. Cette femme, Véronique Dubois, avait créé un effet bouleversant dans leur voyage soigneusement planifié, un effet qu'il ne parvenait pas à effacer. Alors que le vol 2847 poursuivait son vol vers New York, Marcus se surprit à jeter des regards furtifs vers la première classe, où Véronique Dubois, assise emmitouflée dans une couverture, déclinait les suggestions des hôtesses de l'air de se dérouter vers l'aéroport le plus proche. Elle semblait déterminée à atteindre leur destination tout comme lui, mais pour des raisons qu'il ne pouvait deviner. La coïncidence de leur rencontre lui semblait si importante qu'elle le mettait mal à l'aise, comme si l'univers jouait à un jeu dont il ignorait les règles. Lorsqu'ils entamèrent leur descente vers JFK, Marcus s'était convaincu qu'aider Véronique Dubois n'était qu'un appel d'urgence de plus, une autre inconnue dont le chemin croisait brièvement le sien avant de diverger à jamais. Il n'avait aucun moyen de savoir qu'elle prévoyait déjà de le retrouver. Les couloirs stériles de l'hôpital Mount Sinai lui semblaient familiers, même si c'était horrible. 3 jours plus tard, Marcus et Manon se rendaient au service de cardiologie pédiatrique. Ils avaient passé le temps entre-temps dans un hôtel économique près de l'aéroport, à manger des plats de supérette, essayant de faire comme si c'était une aventure plutôt qu'une ultime tentative désespérée pour sauver la vie de Manon. L'examen préliminaire du docteur Laurent Garnier avait été approfondi, mais peu concluant, nécessitant des examens complémentaires qui avaient mis à rude épreuve leur planning et mis Marcus à rude épreuve. Manon avait fait preuve de courage tout au long de cette épreuve, discutant des grands immeubles et des taxis jaunes pendant que Marcus comptait chaque dollar dépensé en carte de métro et en parking d'hôpital. Marcus discutait avec un représentant d'assurance au bureau de facturation lorsqu'il remarqua une silhouette familière dans le couloir. Véronique Dubois se tenait près de la rangée d'ascenseurs, non plus en tailleur, mais vêtue d'un jean foncé et d'un pull crème qui la rajeunissait et la rendait plus accessible. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en une simple queue de cheval, et elle avait une posture moins rigide qu'il avait observée dans l'avion. Elle semblait attendre quelqu'un, consultant sa montre de temps en temps tout en scrutant le couloir avec la vigilance exercée de quelqu'un habitué à naviguer dans des institutions complexes. Lorsque leurs regards se croisèrent, son expression passa de la surprise à une expression qui ressemblait presque à du soulagement. « Monsieur Thompson », dit-elle en s'approchant avec la démarche assurée d'une personne habituée à diriger. « J'ai cru vous croiser. Comment va Manon ?» Le fait qu'elle connaisse le nom de sa fille aurait dû le surprendre, mais ce ne fut pas le cas. Véronique Dubois avait l'allure de quelqu'un qui se donnait pour mission de savoir, qui collectait des informations comme d'autres collectionnent des souvenirs. Marcus se sentait à la fois reconnaissant de son inquiétude et méfiant face à son intérêt, se demandant si sa présence ici était une coïncidence ou une intention plus délibérée. Quelque chose dans son regard suggérait qu'elle avait pensé à leur rencontre en avion autant que lui. « Elle passe d'autres examens aujourd'hui », répondit prudemment Marcus, scrutant le visage de Victoria à la recherche d'indices sur ses intentions. « Qu'est-ce qui vous amène ici ? Des nouvelles du vol ?» L'expression de Victoria vacilla, comme de la culpabilité ou du regret, et elle jeta un coup d'œil vers l'aile pédiatrique avant de croiser son regard. « Quelque chose comme ça, » dit-elle, ce qui n'était pas vraiment une réponse. Son flou semblait intentionnel, comme si elle pesait le pour et le contre. Marcus avait eu affaire à suffisamment de personnes en crise pour savoir reconnaître quand quelqu'un portait un secret trop lourd à partager. Manon apparut au coin de la rue, après sa prise de sang matinale, un petit bandage au bras et un bracelet d'hôpital autour de son petit poignet. Elle remarqua immédiatement Victoria et afficha ce sourire désinvolte que seuls les enfants peuvent afficher à l'hôpital. « Vous êtes la dame de l'avion », annonça-t-elle avec joie, comme si rencontrer des célébrités était monnaie courante dans sa vie. L'attitude de Victoria s'adoucit lorsqu'elle s'agenouilla au niveau de Manon, son air poli laissant place à quelque chose de plus authentique et vulnérable. « Bonjour Manon. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?
La question avait plus de poids qu'une simple inquiétude, comme si la réponse lui importait vraiment. « Je vais bien », répondit Manon avec la résilience qui lui avait permis de traverser 3 années de consultation et d'intervention médicale. « Papa dit que les médecins ici sont vraiment intelligents et qu'ils vont réparer mon cœur pour que je puisse courir plus vite. » Les yeux de Victoria se remplirent de larmes. Elle les cligna rapidement des yeux, et Marcus aperçut une douleur si vive qu'elle le fit détourner le regard. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était soigneusement maîtrisée, mais elle était chargée d'une émotion profonde, laissant entendre que les mots de Manon avaient touché quelque chose de profond et de personnel. « J'en suis sûre, ma chérie. Tu es très courageuse. » La conversation fut interrompue par l'apparition du docteur Laurent Garnier, l'air sérieux mais sans amertume, alors qu'il s'approchait avec les derniers résultats d'analyse de Manon. Marcus sentit son estomac se serrer d'une anxiété familière comme toujours lorsque les professionnels de santé voulaient parler plutôt que simplement faire des nouvelles. Victoria recula respectueusement, mais Marcus remarqua qu'elle ne s'éloignait pas complètement, s'attardant suffisamment près pour entendre tout en faisant semblant d'étudier les panneaux indicateurs de l'hôpital. Son intérêt était plus protecteur qu'invasif, même si Marcus ne comprenait pas vraiment pourquoi un inconnu s'intéressait autant à l'état de santé de sa fille. La bonne nouvelle, c'est que Manon est une excellente candidate à l'opération, commença le docteur Laurent Garnier, et Marcus sentit ses genoux faiblir de soulagement. Le plus difficile, c'est que nous devons agir vite, idéalement dans les 2 prochaines semaines. Son état a progressé plus que prévu. Ce délai a frappé Marcus comme un coup dur. 2 semaines signifiaient des coûts accélérés, des séjours prolongés à l'hôtel et des congés qu'il ne pouvait pas se permettre. Le docteur Laurent Garnier continua de parler des interventions chirurgicales et des délais de convalescence, mais Marcus se surprit à calculer mentalement les dépenses, chaque chiffre s'ajoutant à un total qui semblait impossible à atteindre. Véronique Dubois apparut à ses côtés tandis que le docteur Laurent Garnier terminait son explication et retournait au service de cardiologie. « Monsieur Thompson, dit-elle doucement, pourrions-nous parler en privé un instant ?» Son ton suggérait que ce n'était pas une demande anodine, et Marcus se surprit à hocher la tête malgré sa confusion quant à sa présence prolongée. Ils se dirigèrent vers un petit coin salon près des fenêtres de l'hôpital, Manon entre eux, discutant des pigeons qu'elle apercevait sur les rebords du bâtiment. Victoria semblait rassembler ses pensées, choisissant ses mots avec la prudence de quelqu'un qui comprend que ce qu'elle dirait ensuite changerait tout. « Je veux être tout à fait honnête avec toi », commença Victoria d'une voix assurée, mais ses mains trahissaient sa nervosité tandis qu'elle tournait son alliance, un détail que Marcus n'avait pas remarqué auparavant. « Ma présence ici n'est pas entièrement une coïncidence. Après ce qui s'est passé dans l'avion, j'ai demandé à mon assistante de se renseigner sur ta situation et celle de Manon. » Marcus ressentit un frisson d'appréhension mêlé de colère. L'idée d'être interrogé, de voir ses problèmes personnels examinés comme une affaire, lui donnait envie d'attraper Manon et de partir immédiatement. Mais l'expression de Victoria n'était ni prédatrice ni condescendante, elle était plutôt désespérée. « Avant que tu ne te fâches, poursuivit-elle, lisant rapidement sa réaction, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Il y a 3 ans, j'ai perdu mon fils, Damien, dans un accident de voiture. Il avait 16 ans, et j'étais en réunion du conseil d'administration lorsque l'hôpital a appelé. » Sa voix se brisa légèrement sur la dernière phrase, et Marcus vit son propre chagrin se refléter dans ses yeux. Manon avait cessé d'observer les pigeons et observait maintenant Victoria avec l'intense concentration que les enfants réservent aux adultes qui disent des choses importantes. « Ton petit garçon est-il allé au paradis comme ma maman ?» demanda-t-elle avec une franchise qui rendit Marcus à la fois fier et terrifié. Victoria finit par perdre son sang-froid, les larmes aux yeux lorsqu'elle acquiesça. « Oui, ma chérie, il l'a fait. Et je pense que lui et ta maman sont peut-être amis maintenant. » L'idée sembla réconforter Manon, qui hocha la tête solennellement et tendit la main pour caresser celle de Victoria avec cette gentillesse instinctive que Marcus espérait qu'elle ne perdrait jamais. « Monsieur Thompson, Marcus, dit Victoria d'une voix plus forte maintenant que son secret était révélé, je veux aider Manon à opérer. Pas par charité, mais par nécessité, par désir de Damien.
Marcus ressentit cette vague familière de fierté et de défensive qui l'envahissait chaque fois qu'on lui offrait une aide qu'il ne pouvait pas lui rendre. « On n'a pas besoin de votre pitié », commença-t-il. Mais Victoria l'interrompit d'un hochement de tête. « Ce n'est pas de la pitié. C'est de la rédemption, peut-être. Ou juste l'occasion de sauver quelqu'un alors que je n'ai pas pu sauver la personne qui comptait le plus. » Le poids de sa confession s'installa entre eux comme un pont qu'aucun des deux ne s'attendait à trouver. Marcus regarda Manon, qui l'écoutait avec cette capacité surnaturelle qu'ont les enfants à comprendre les émotions des adultes, même lorsqu'ils n'en saisissent pas tout le contexte. Il pensa à Sophie, aux promesses qu'il avait faites de protéger leur fille quoi qu'il arrive, à la réalité accablante des 180 000 $ qu'il n'avait tout simplement pas. Véronique Dubois lui offrait une solution enveloppée dans son propre chagrin et il se retrouva tiraillé entre la gratitude et la terrible vulnérabilité d'accepter l'aide de quelqu'un dont il ne comprenait toujours pas entièrement les motivations. Préjugé, demanda-t-il finalement, la question englobant tout ce qu'il ne pouvait articuler à propos de la coïncidence et du timing, et l'étrange sentiment que leur rencontre sur le vol 2847 avait été orchestrée par des forces au-delà du hasard. Le sourire de Victoria était triste mais sincère tandis qu'elle jetait des coups d'œil à Marcus et Manon. Peut-être parce que parfois, ceux qu'on sauve finissent par nous sauver en retour. Ou peut-être parce que j'ai appris quelque chose sur la gentillesse grâce à quelqu'un avec qui ta femme travaillait, et que depuis, je cherche un moyen de transmettre. La révélation frappa Marcus comme un éclair. Sophie travaillait avec quelqu'un que tu connaissais. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, et Victoria hocha lentement la tête. Damien a passé ses dernières semaines aux soins intensifs pédiatriques de l'hôpital pour enfants Phoenix. Il y avait une infirmière, Sophie Thompson, qui parlait de son mari, l'ambulancier, et de sa petite fille qui adorait dessiner. Elle a rendu les derniers jours de Damien supportables d'une manière que je ne pourrai jamais lui rendre. Le monde a basculé autour de Marcus tandis que les pièces du puzzle se mettaient en place. Sophie avait constamment parlé de ses patients pédiatriques, mais elle n'avait jamais parlé de leur famille, jamais fait part de leur chagrin à lui et à Manon. Elle ne m'a jamais parlé de Damien, dit Marcus, la voix chargée d'émotion. Elle ne m'a jamais parlé de toi. Le sourire de Victoria était à la fois compréhensif et triste. Elle te protégeait. Elle a dit que ton travail te causait suffisamment de tristesse pour qu'elle ne veuille pas en rajouter, mais elle m'a promis que si jamais il lui arrivait quelque chose, elle voudrait que quelqu'un veille sur toi et Manon comme elle avait veillé sur Damien. Depuis, j'essaie de tenir cette promesse. Manon, qui suivait la conversation avec l'intensité d'une enfant de 8 ans, s'éclaira soudain. Alors, tu es comme l'ami de maman. Ça veut dire que tu es aussi notre ami. Sa logique simple dépassait la complexité du deuil et des obligations des rencontres fortuites, réduisant tout à la simple connexion humaine, que les adultes oubliaient souvent. Victoria rit à travers ses larmes et Marcus sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine qui était serrée depuis 3 ans. La conversation fut interrompue par le retour du docteur Laurent Garnier, cette fois muni de formulaires de consentement chirurgical et d'un calendrier qui allait tout changer. Nous pouvons programmer l'opération de Manon pour vendredi prochain, annonça-t-il, à condition que nous puissions régler les problèmes d'assurance et de paiement d'ici mercredi. Marcus ressentait le poids familier des attentes impossibles. Mais lorsqu'il regarda Victoria, elle était déjà en train de prendre son téléphone. Docteur Laurent Garnier, si je pouvais parler à votre service de facturation, je pense que nous pourrions résoudre ces problèmes beaucoup plus rapidement que mercredi. Tandis que Victoria s'éloignait pour passer des appels qui allaient changer leur avenir, Manon glissa sa petite main dans celle de Marcus. « Papa, c'est fini, la partie effrayante ?» demanda-t-elle avec cet espoir qui lui faisait mal à la poitrine. Marcus regarda sa fille Manon, courageuse et innocente, qui lui faisait confiance pour tout réparer même quand il ne pouvait rien réparer, puis Véronique Dubois, qui discutait avec les représentants des assurances avec une intensité concentrée suggérant qu'elle avait l'habitude de gagner les batailles importantes. « Je pense que c'est peut-être le cas, ma puce, dit-il. Et pour la première fois depuis des mois, il y crut vraiment. L'opération eut lieu un jeudi matin d'octobre. Marcus arpentait la salle d'attente tandis que Victoria, assise à ses côtés, observait l'horloge et s'efforçait de ne pas imaginer le pire.
Manon avait fait preuve d'un courage qui la caractérisait pendant la période préopératoire, discutant avec les infirmières et demandant au docteur Laurent Garnier s'il pouvait soigner son cœur au point qu'elle puisse voler comme Superman. L'équipe médicale avait été charmée par sa résilience, mais Marcus savait que c'était ce même courage qui l'avait aidé à surmonter la maladie et la mort de Sophie, le genre de force qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir à développer. 4 heures après le début de l'intervention, le docteur Laurent Garnier est apparu avec un sourire qui a fait trembler les genoux de Marcus. Elle a été magnifique, a-t-il annoncé, et Marcus a senti les larmes qu'il retenait depuis des mois enfin jaillir. Victoria l'a serré dans ses bras, ce qui lui a semblé étonnamment naturel, et ils ont pleuré ensemble dans la salle d'attente de l'hôpital, sous le regard des autres familles, avec la compréhension que seule une peur partagée peut apporter. Manon aurait besoin de semaines de convalescence et de mois de suivi, mais la crise immédiate était passée. Son cœur serait assez fort pour la porter vers l'avenir, quel qu'il soit. 6 mois plus tard, Marcus se tenait au centre communautaire de Phoenix, s'adressant à une salle remplie de parents célibataires dont les enfants avaient besoin de soins médicaux hors de portée. Le programme de soutien aux familles des premiers intervenants de la Fondation Sterling était né d'une idée de Victoria et était devenu un réseau national qui aidait les familles comme la sienne à traverser les crises médicales sans avoir à choisir entre la faillite et la vie de leurs enfants. Marcus était devenu directeur du programme, mettant à profit son expérience d'ambulancier et de parents célibataires pour concilier nécessité médicale et réalité financière. Ce n'était pas la carrière qu'il avait envisagée, mais cela semblait correspondre à sa vocation. Manon était assise au premier rang, ses cicatrices chirurgicales dissimulées sous une robe jaune vif, dessinant les familles qui l'entouraient avec un talent artistique qui avait survécu à tout. Son cœur était désormais fort, son énergie débordante, son avenir prometteur, des possibilités presque perdues. Elle avait pris l'habitude d'appeler Victoria, tante Vicky, avec la facilité avec laquelle les enfants acceptent les adultes dignes de confiance. Victoria avait adopté ce titre honorifique avec une protection farouche, assistant aux pièces de théâtre et aux fêtes d'anniversaire de l'école avec le dévouement d'une famille. Le programme avait aidé plus de 200 familles dès sa première année, en mettant les parents en contact avec des ressources dont ils ignoraient l'existence et en plaidant pour des changements systémiques qui éviteraient à d'autres de se retrouver confrontés aux mêmes choix impossibles que Marcus. Chaque succès était une victoire pour Damien et Sophie, une façon de donner un sens à leur mort, au-delà du deuil. Victoria s'était retirée des activités quotidiennes de Sterling Pharmaceuticals pour se concentrer sur la fondation, trouvant un sens au service direct que son succès professionnel ne lui avait jamais offert. Alors que Marcus terminait sa présentation et que les familles se dispersaient pour rencontrer des travailleurs sociaux et des intervenants médicaux, Victoria s'approcha avec ce sourire qui lui était devenu familier au fil des mois de collaboration. Sophie serait fière, dit-elle simplement, et Marcus hocha la tête, ressentant la vérité d'une manière qu'il n'aurait pas pu imaginer lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois sur le vol 2847. Manon courut vers eux, son dessin serré dans de petites mains qui ne tremblaient plus de la faiblesse qui avait marqué ses premières années. « Regarde ce que j'ai fait », annonça-t-elle en brandissant une image de 3 silhouettes se tenant la main sous un ciel bleu éclatant. Au-dessus, esquissée au crayon plus clair, une 4e silhouette ailée. « C'est toi, moi et tante Vicky », expliqua-t-elle à Marcus en désignant chaque silhouette l'une après l'autre. « Et voilà maman, qui veille à ce qu'on se retrouve tous. » Marcus regarda le dessin, puis Victoria, dont les yeux brillaient de larmes retenues. L'œuvre simple de Manon exprimait profondément la façon dont le deuil pouvait se transformer en lien. La perte pouvait devenir un but, et des inconnus pouvaient devenir une famille grâce à l'alchimie de l'expérience partagée et de la compassion mutuelle. La petite fille qui avait failli mourir dessinait maintenant des images d'espoir, entourée de gens qui l'aimaient et soutenue par une communauté qui s'était développée à partir d'une rencontre fortuite à 37 000 pieds. Alors qu'ils sortaient ensemble du centre communautaire, sautillant entre tout en bavardant de ses projets de devenir médecin pour aider d'autres enfants au cœur brisé, Marcus réfléchissait aux étranges mathématiques du destin. Véronique Dubois avait sauvé la vie de sa fille, mais ce faisant, elle avait sauvé la sienne. La promesse finale de Sophie, tenue malgré le deuil d'un inconnu, avait créé une famille qu'aucun d'eux n'avait anticipée, mais dont ils avaient tous besoin. Parfois, les personnes que nous sauvons finissent par nous sauver en retour,
Et parfois, les voyages les plus importants commencent par le simple fait d'aider quelqu'un qui en a le plus besoin. Le coucher de soleil de l'Arizona teintait le ciel de nuances dorées et roses tandis qu'ils se dirigeaient vers la voiture de Victoria, le rire de Manon résonnant sur les murs de béton du centre communautaire. Derrière eux, des familles entamaient des conversations qui allaient changer leur vie. Les enfants bénéficiaient d'une seconde chance qu'ils avaient failli perdre, et les parents apprenaient qu'ils n'étaient pas seuls face à des choix impossibles. Le vol 2847 était prévu comme un voyage de routine de Phoenix à New York, mais il était devenu quelque chose de beaucoup plus significatif, le début d'une histoire sur la façon dont des étrangers pouvaient devenir une famille, comment la perte pouvait devenir un but, et comment parfois les sauvetages les plus importants se produisaient après que la crise immédiate soit passée.